Monsieur le préfet de région, Madame la présidente de la région Occitanie, chère Carole Delga, Monsieur le président du département de l'Hérault, représenté par son premier vice-président, Christophe Morgot, Monsieur le maire de Montpellier, président de la métropole 3e, représenté par Renaud Calvat, son premier vice-président, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, des entreprises et des institutions partenaires du Monde Nouveau, Mesdames et Messieurs, chers amis. Je veux vous parler d'un ouvrage qui ne sera pas numéro 1 des préventes sur les plateformes d'achat en ligne, ni en rupture de stock sitôt en librairie. Et pour cause. Il s'agit d'un rapport et il s'agit du climat. Encore un rapport, diront certains, toujours le climat, diront d'autres, sans doute les mêmes. Oui, je veux vous parler du document publié par la World Meteorological Organization, un observatoire qui dépend des Nations Unies, il y a un mois, jour pour jour, le 31 août 2021. Sa lecture est éclairante et accablante. On y apprend que, depuis un demi-siècle, 50 ans, 11 000 catastrophes naturelles ont eu lieu dans le monde, 5 fois plus qu'auparavant, dont le bilan humain représente 2 millions de victimes en 50 ans. Et l'impact financier est estimé à plus de 3,6 trillions de dollars de pertes matérielles. C'est 168 fois le PIB des États-Unis. Dans ce rapport, on lit aussi que si les États disposent aujourd'hui de réponses qui n'existaient pas il y a 50 ans pour protéger les personnes, les 10 catastrophes les plus dévastatrices au cours de cette période se sont déroulées au XXIe siècle. Pire, les 5 plus graves sont survenues depuis 2010 et durant le seul été 2021, 1398 personnes ont perdu la vie à cause d'événements climatiques extrêmes. C'est un été meurtrier pour la planète qui vient de s'achever. Aucun continent n'a été épargné. Dômes de chaleur et de canicules records en Amérique du Nord, inondations monstres en Chine, ouragans et moussons d'une force inédite en Afrique et en Asie, méga incendies dans le bassin méditerranéen et en Californie. Les conséquences sont environnementales, et d'abord pour la biodiversité, mais aussi sociales, économiques, territoriales, géopolitiques. L'impact est local et global, national et continental. Voilà le contexte qui nous rassemble et qui nous mobilise. Si nous sommes réunis, c'est parce qu'il y a urgence. À horizon 2100, le réchauffement planétaire pourrait atteindre à minima 2,7, au-delà du seuil inscrit dans l'accord de Paris lors de la COP 21 il y a seulement 6 ans. Si nous sommes réunis, c'est parce que nous voulons agir. Il n'est pas question de se résigner et il n'est plus temps de tergiverser. L'heure n'est pas à la déploration, mais aux solutions. Elle passe par des projets concrets fondés sur l'économie circulaire, la fonctionnalité et l'innovation. Toutes les formes de l'innovation, technologiques, mais pas uniquement. Elles exigent, ces solutions, des partenariats entre puissances publiques, acteurs privés, associations, ONG, institutions, universités et écoles, citoyens. Additionnons les compétences, mutualisons les savoir-faire, partageons les bonnes pratiques et les réussites. Et puis, les solutions pour un monde nouveau supposent l'écoute et la décision, la participation et la délibération, le local et le mondial. Ce trépied, durabilité, diversité, proximité, est celui du monde nouveau dont le groupe des pêches, et particulièrement Midi Libre, sont heureux que la 2e édition se tienne ici à Montpellier, dont les projets d'investissement et d'équipement en matière d'habitat et de mobilité durable, notamment, sont volontaires et exemplaires. Comme la feuille de route pour la transition écologique de la région Occitanie, sous l'impulsion de sa présidente, en faveur de l'ensemble des départements. Ces valeurs animent également celles et ceux qui ont répondu présents pour rendre cet événement possible. Je veux saluer tous les partenaires du Monde Nouveau, ceux qui étaient déjà de l'aventure de 2019
et ceux qui nous ont rejoints cette année, qu'ils soient remerciés chaleureusement. L'enthousiasme des intervenants sollicités pour être présents, grands scientifiques, philosophes, associatifs, dirigeants d'entreprises, étudiants, citoyens engagés, nous a fait chaud au cœur. Persuadés que nous sommes de la responsabilité sociale et sociétale d'un groupe de presse d'être le porte-voix de ses concitoyens et pour ses concitoyens. Ces valeurs sont au cœur du manifeste des élus engagés sur lesquels de nombreux élus ont apposé leur signature avant-hier, manifestant ainsi la détermination continue et confortée de leur collectivité. Ces valeurs sont aussi les vôtres, cher Bertrand Piccard, qui nous faites l'honneur de votre présence et de votre soutien au Monde Nouveau. Nous avons beaucoup de chance de vous avoir pour parrain. Avec votre fondation Solar Impulse et vos tours du monde en ballon sans escale en 99, puis à bord de votre avion solaire il y a 5 ans, en attendant le 3e, un peu différent, puisqu'il s'agira pour vous de présenter votre guide des 1000 solutions aux gouvernants du monde entier, votre démarche est constante, cohérente et surtout inspirante. Pour vous et pour nous, l'environnement est une cause humaine, puisqu'il en va de la vie sur la planète et qu'il n'en est pas d'autre. Comme l'a dit Ban Ki-moon à la tribune des Nations Unies, il n'y a pas de planète B, donc pas de plan B. Pour vous, parmi nous, l'addition des expériences et des expertises est la clé de l'efficacité. Pour vous, comme pour nous, rien n'est possible sans démarche collective et qui part du terrain. De tout cœur, soyez le bienvenu en Occitanie. Enfin, ces valeurs seront au cœur de ces 3 jours de débats, de rencontres, de découvertes et de projets. Le monde nouveau n'est pas un monde qui part de zéro. C'est le monde renouvelé pour être durable, vivable, désirable. C'est l'appel du futur au présent. C'est notre défi autant que notre devoir absolu. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous, Monsieur le Préfet, Madame la Présidente de Région, Madame la Présidente de la Fondation, Monsieur le Vice-président du département, chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants du monde universitaire, chers amis, chers citoyennes et citoyens de la métropole de Montpellier. Je suis très heureux de vous accueillir ici au Quorum au nom de Michaël Delafosse, le maire de Montpellier et président de la métropole, qui est retenu ce matin. Il participe pleinement et activement, Madame la Présidente, au Forum, mais ce matin, il a une mission fondamentale à laquelle il tient énormément. Vous savez qu'il est professeur de collège, Michaël Delafosse, et il enseigne, il est devant ses élèves de 4e, il transmet le savoir ce matin, et c'était fondamental et important pour lui d'être devant ses élèves. Donc il m'a demandé de venir vous passer ses amitiés et de l'excuser. Je voulais vous dire quelques mots concernant le Forum. Vous connaissez cet adage. Certains voient le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi. Moi, je vois le monde tel qu'il pourrait être et je me dis pourquoi pas. Belle promesse qu'aimait répéter Bob Kennedy, le sénateur Bob Kennedy, qu'il avait emprunté à George Bernard Shaw. George Bernard Shaw, cet écrivain anglais, iconoclaste, militant, transgressif, qui utilise cette phrase, qui écrit cette phrase dans un livre publié en 1921, Retour vers Mathusalem. Après avoir vécu l'enfer absolu qu'était la Première Guerre mondiale, cette horreur que l'Europe découperait, qu'elle pouvait s'auto-détruire en quelques années. Et Bernard Shaw, le militant qu'il est, en 1921, déjà pense au monde nouveau. Et cela m'a inspiré parce que je pense que le pourquoi pas de George Bernard Shaw et de Bob Kennedy, il se construit, il a commencé ici, il se construit en ce moment à Montpellier, avec toute l'équipe de Michaël Delafosse, accompagné par Carole Delga, à la région, accompagné par l'État, Monsieur le Préfet, accompagné par le Conseil départemental. Mais ici, à Montpellier,
nous construisons le laboratoire de ce que pourrait être le monde nouveau. Nous apportons toute notre pierre à cette magnifique mission. Je pourrais vous parler de l'innovation extraordinaire des transports, cette révolution du transport gratuit, des mobilités douces, permettre à nos concitoyens de pouvoir se déplacer sans abîmer la planète. Ce que nous sommes en train de construire pour la gestion de nos déchets. Nous produisons trop de déchets, c'est un engagement fort que nous avons pris. Notre objectif de réduction de 40% à la fin de ce mandat de réduction de nos déchets. Ici, dans cette magnifique métropole de Montpellier, où nous avons mis le savoir, l'éducation, la culture au cœur de l'émancipation des femmes et des hommes, parce qu'il ne peut pas y avoir de monde nouveau s'il n'y a pas d'égalité entre les citoyennes et les citoyens. Et donc, Montpellier est à vos côtés, Madame la Présidente de la Fondation. Montpellier vous accueille avec fierté. Le président de la FOS vous l'a dit hier, faire ce forum et accueillir ici le monde universitaire, les chercheurs, les militants, les citoyennes et les citoyens engagés à Montpellier a du sens. C'est un beau message. Le pourquoi pas du monde nouveau commence en ce moment à Montpellier. Très bon forum. Merci Renaud Calvat. Merci beaucoup René Calvat. J'accueille Christophe Morgot, vice-président délégué à l'environnement du conseil départemental de l'Hérault. Monsieur le préfet, Madame la présidente de la région Occitanie, Monsieur le représentant de la métropole, cher Renaud, Madame la présidente de la Fondation Marchand-Bailey, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous ce matin et j'excuse le président du département, du conseil départemental, Kléber Mesquida, qui est retenu à Béziers pour le Salon des maires. Merci aux organisateurs d'avoir choisi la ville de Montpellier pour accueillir votre rencontre intitulée « Le monde nouveau ». Que d'espoir se cache derrière ce titre, alors même que l'actualité nous rappelle en permanence combien l'environnement est en souffrance et notre planète en danger. Deux dates m'ont interpellé et surtout inquiété. Les 28 et 29 juin 2019, ces deux journées ont connu des pics de chaleur allant jusqu'à 46 degrés dans le département de l'Hérault. Faisait suite également à une sécheresse sans précédent en 2018. Le 28 et 29 juin, des pans entiers de garrigues sont mortes brûlées sous l'effet de la chaleur, notamment les chênes kermès, une espèce endémique et très résistante. La récurrence des catastrophes climatiques appelle une nécessaire prise de conscience collective. La planète va de plus en plus mal et nous avons tous un rôle à jouer pour la préserver. Je ne vais pas énumérer la trop longue liste des dégradations causées à l'environnement, parmi lesquelles la déforestation et l'utilisation massive du plastique, et les phénomènes inquiétants qui en découlent comme la fonte du pergélisol. Par rapport à ces dérives, nos comportements et habitudes de consommation qui influencent largement l'activité économique et ses modes de production comme de distribution jusqu'aux politiques publiques doivent changer. Chaque initiative respectueuse de l'environnement est une avancée. Désormais, il n'y a plus de temps à perdre pour limiter les conséquences désastreuses du réchauffement climatique. Le potentiel et les beautés de notre planète sont mis à mal. La pollution, l'épuisement des ressources naturelles, la disparition des espèces ne doivent plus être une fin en soi pour l'avenir, mais le révélateur d'une nature en souffrance qu'il faut impérativement préserver. Conscient de ces enjeux, le département de l'Hérault, lors des précédentes mandatures, avait anticipé en matière de transition écologique, en achetant au fil des années 9000 hectares de zones naturelles qui sont aujourd'hui pour certaines protégées, constituant un sanctuaire pour les espèces menacées. Pour d'autres, ouvertes au public héraultais ou touristes, elles sont une vitrine de notre département et plus encore, un lieu de vie dynamique, ressourçant et éducatif. En périphérie nord de Montpellier, on peut citer le domaine de Restinquières qui abrite la maison départementale de l'environnement qui fête ses 30 ans ce dimanche, le parc Saint-Sauveur, plus à l'est, le domaine de Bessille. Pour préserver la faune et la flore, 8000 arbres sont offerts aux communes chaque année. Pour améliorer le déplacement doux de nos concitoyens, le déploiement d'un réseau cyclable de qualité dans les villes et entre les communes. Ces 700 km existants et se rajouteront 400 km d'ici 2024.
de même que la construction d'aires de covoiturage, 18 en service et 14 à venir. Parmi les autres projets en cours figure notamment la création de la Maison du Littoral. Notre littoral fragilisé par la pression foncière et une activité touristique soutenue. Le tourisme, c'est le premier PIB de l'Hérault avec 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Riche de sa diversité géographique et culturelle et fort de sa compétence première dans le domaine de la solidarité, le département de l'Hérault œuvre avec une attention particulière auprès des personnes et des territoires pour exercer ses missions. Tout d'abord, la solidarité aux personnes, de la petite enfance à la personne âgée dépendante. Ce sont 867 millions d'euros d'aide consacrés en 2021 à la personne, majoritairement destinés au volet social et au logement, sans négliger le déploiement d'une économie solidaire. Au cours de ce prochain mandat, le département entend installer des maisons départementales de la santé pour lutter contre la désertification médicale, en lien avec les intercommunalités, ou instaurer un contrat d'accompagnement personnalisé pour les jeunes de 18 à 25 ans. Aux côtés des communes et intercommunalités, l'institution départementale est un acteur majeur pour sa politique sociale et incontournable s'agissant des solidarités au territoire. En effet, conscient des disparités territoriales, le département réserve un budget de 30 millions d'euros pour accompagner les équipements communaux. Développer une ingénierie territoriale départementale avec Hérault Ingénierie. Aujourd'hui, c'est 238 collectivités qui adhèrent. Pour le futur, le département s'emploie à assurer un lien avec les besoins, un développement harmonieux des territoires, indissociable de la couverture numérique. Avec une Hérault numérique, ce sont 384 millions qui ont été alloués, 258 000 prises et 286 communes héraultaises connectées d'ici 2023. Le département agit, fort de sa responsabilité en matière de solidarité et devant l'urgence environnementale et climatique. Aussi, je sais qu'elle interviendra lors de ces journées. Pour conclure mon propos, j'aimerais citer Mme Valérie Masson-Delmotte, directrice au CEA, coprésidente du groupe 1 du GIEC. Traiter le climat, la biodiversité et la société humaine comme des systèmes couplés est une condition clé de réussite des interventions politiques. Merci de votre attention. Merci beaucoup Christophe Morgot, vice-président délégué à l'environnement au conseil départemental de l'Hérault. J'accueille à présent Carole Delga, présidente de la région Occitanie. Monsieur le préfet de région, cher Étienne Guyot, messieurs les vice-présidents, donc représentant Michael Delafosse pour la métropole de Montpellier-Méditerranée, et puis bien sûr monsieur Morgot, représentant le département de l'Hérault. Chère Marie-France Marchand-Baillet, vice-présidente du groupe des Pêches du Midi, initiatrice du Monde Nouveau. Et puis également, je salue cher Bertrand Picard, président de la Fondation Solar Impulse et parrain de l'édition 2021. Mesdames et messieurs, très heureuse de participer à l'ouverture de ce forum, rappelant opportunément que le monde est entre nos mains. Je me réjouis que le Monde Nouveau s'ancre en Occitanie et ici, bien sûr, à Montpellier. Ce forum national touche tous les publics grâce aux témoignages, aux expériences, à la démonstration par la preuve. Il propose une approche complète, transversale, pédagogique qui correspond à la nôtre, à la région, je dirais au nôtre, que ce soit aussi bien au département de l'Hérault, à la métropole qu'à la région. Ne pas contraindre, mais emmener par la force de la conviction. Pas de grands discours, mais une écologie du faire, des solutions. Pas une transition réservée à une élite et qui laisserait les plus démunis au bord du chemin. Bien sûr, particulièrement heureuse de pouvoir ici, à Montpellier, mettre en lumière toutes les actions menées par, bien sûr, la mairie et la métropole, mais également par toutes les actions menées par tous les acteurs du territoire montpelliérain. Acteurs économiques, acteurs associatifs, mais également acteurs universitaires. Je tiens à rappeler qu'ici, nous avons à l'université de Montpellier le projet MUSE qui avait été initié il y a plusieurs années, Nourrir, soigner, protéger, et dans les classements internationaux, l'excellence environnementale de l'université de Montpellier
est chaque année souligné. Nous avons ici aussi à Montpellier bâti la cité de l'économie et des métiers de demain. C'est en fait cette cité de l'économie et des métiers de demain que j'ai souhaité il y a de ça 3 ans, qui permet de préparer les mutations. Parce que nous devons être dans l'anticipation pour ne pas subir. C'est ce que nous demandent nos concitoyens. En effet, aujourd'hui, nous subissons, monsieur le vice-président du département, vous l'avez indiqué, des sécheresses, des incendies, des inondations qui se multiplient. Encore, il y a de ça 15 jours dans le Gard, chez nos voisins. Et puis, Madame la Présidente Marchand-Bailey, vous l'avez rappelé, le rapport accablant du GIEC, qui confirmait que le climat était en train de changer partout dans le monde, bien plus rapidement que prévu. Et surtout, il indiquait que l'activité humaine était responsable sans équivoque du réchauffement climatique. À l'urgence sanitaire à laquelle la planète doit faire face, s'ajoute donc, bien entendu, cette urgence climatique. Alors, merci Marie-France Marchand-Bailey pour votre engagement pour cette initiative du Monde Nouveau. Et je me réjouis que la manifestation soit placée sous le parrainage de Bertrand Piccard, qui, avec Solar Impulse, avion solaire sans carburant, a prouvé qu'une alternative aux énergies fossiles était possible. Alors nous parlons d'énergie. Et ici, en Occitanie, nous faisons le pari des énergies renouvelables, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Bien sûr, nous faisons le pari des énergies renouvelables et nous avons investi massivement. Il y a de ça 5 ans, nous avions décidé d'être la première région en France sur la question de l'hydrogène. Nous avons mis en place un plan d'action très fort qui, à l'époque, ironie de l'histoire, était de 150 millions d'euros, équivalent au plan porté au niveau national par le gouvernement. Mais tout cela a eu des effets. À travers, bien entendu, la question de la production de l'hydrogène avec l'éolien flottant, avec également l'hydroélectricité, parce que nous avons aussi bien Massy Central que Pyrénées de fortes capacités, à travers également toute la question de la valorisation des ressources agricoles. Et puis, bien entendu, nous avons ces ressources, nous avons la transformation. Et là aussi, nous avons travaillé avec le monde de la recherche, de la formation et avec le monde de l'entreprise. Et je salue tout particulièrement la présence de Madame la Présidente de Genvia qui, en fait, préside cette société qui a vu le jour par, en fait, la rencontre d'énergie commune du groupe donc Schlumberger. Donc ici, sur le territoire héroltais, on parle donc de la Cameroun, et puis également la volonté que je porte en tant que présidente de région, puisque la région est actionnaire de Genvia. Nous sommes même second actionnaire avec d'autres partenaires aussi privés, et c'est là la démonstration que quand il y a un partenariat public-privé, il y a une réalisation. Parce que là, Genvia, Florence le détaillera bien mieux que moi, c'est la fabrication d'électrolyseurs avec un partenariat en termes d'innovation avec le CATEC qui est remarquable, et nous aurons donc la transformation pour l'hydrogène vert. Il n'y a pas de fatalité à l'autre bout aussi de la région, donc sur le territoire de Decazeville en Aveyron. Nous travaillons sur le recyclage des batteries électriques, territoire qui est fortement impacté, l'Aveyron, par la crise automobile et la nécessaire reconversion, je pense à la SAM à Decazeville ou aussi à Bosch à Rodez. Donc c'est ce que nous voulons sur la question des énergies renouvelables, c'est ce que nous voulons donc dans la chaîne, dans sa complétude, à partir des ressources naturelles, la transformation technologique avec le monde de l'entrepreneuriat et le monde de la recherche, mais également la question des usages. Et ce sont les régions en France qui ont été à l'origine du train à hydrogène. Et je l'ai rappelé hier à Monsieur le Premier ministre. Parce qu'il y a de ça plusieurs années, quand j'avais évoqué ce sujet, aussi bien auprès du président de la République qu'auprès de l'ancien président de la SNCF, on va dire, en langage châtié, que j'avais eu un succès d'estime, c'est-à-dire rien ne se passait. Et il y avait en Allemagne des expérimentations sur le train à hydrogène qui ont quand même été fabriquées à Reichshofen
dans la région Grand Est de mon ami Jean Rodner et également à Tarbes pour tout ce qui concerne les tractions. Eh bien, ce sont les régions qui ont décidé de commander des trains à hydrogène et qui ont donc noué un partenariat avec Alstom pour qu'il y ait l'adaptation de l'expérimentation du train à hydrogène à l'Allemagne pour que ça arrive en France. Et aujourd'hui, il y a enfin une politique nationale sur le train à hydrogène. Les premiers cars, c'est-à-dire sur les moyennes et longues distances, qui vont circuler à l'hydrogène, ça sera en Occitanie, parce que par volontarisme politique, mais surtout par nécessité de répondre à l'urgence climatique et par nécessité de protéger nos populations et par nécessité que cette transition écologique, elle crée de l'emploi sur la région, c'est la région qui va être la première en Europe à rétrofiter les cars, c'est-à-dire à changer la motorisation des cars qui circulent sur des moyennes et longues distances en Occitanie. Et ça a été confié à l'entreprise donc Safra à Albi. Et là aussi, ça nous donne un temps d'avance, c'est absolument indispensable. Nous sommes dans cette question de la protection avec volontarisme, avec conciliation des enjeux, économie et écologie, avec conciliation des forces et du privé, bien sûr, et du public, et du monde de la recherche et du monde de la production, c'est absolument indispensable. Cela a également été dit, il faut savoir accompagner la population, qu'il n'y ait pas d'exclusive, que ce ne soit que les populations aisées ou les populations éduquées qui participent à cette nécessaire transition écologique énergétique. Il faut que ce soit un élan populaire. Et pour que ce soit un élan populaire, il faut agir sur l'ensemble des actions. L'alimentation. Voilà. C'est absolument indispensable. Nous sommes la première région bio de France, la première région européenne sur les produits sous signe officiel de qualité. Et là, il faut vraiment développer cette agriculture de la qualité, cette agriculture familiale. C'est également la question de la rénovation énergétique. L'énergie la moins polluante, c'est celle qui n'est pas consommée. Et là, donc, nous devons avoir un message d'ampleur sur cette question de la rénovation énergétique avec des aides adaptées. Nous avons la volonté également de pouvoir augmenter pour nos jeunes la question de leurs actions sur cette transition énergétique et écologique. Dans les lycées, nous étions à 40% de produits bio et locaux dans les cantines scolaires. Nous nous sommes fixés comme objectif sur ce mandat de passer à 75% de production bio et également de produits sous signe officiel de qualité pour l'assiette de nos jeunes. Et puis, donner également une impulsion forte, c'est sur la question des mobilités. Certains ici s'étonneraient que je n'en parle pas, voilà, parce que c'est un grand engagement. Et c'est pourquoi nous avons décidé de la gratuité du transport scolaire pour l'ensemble de nos enfants, c'est-à-dire ces 150 000 enfants qui chaque jour sont transportés sans que cela coûte aux parents. C'est une première en France et cela permet en fait d'inciter les parents à la prise du transport en commun. Et on va citer des exemples, mais par exemple à Millau, donc juste à côté dans le sud de l'Aveyron, l'inscription des enfants de par la gratuité du transport scolaire a progressé de 50% d'une année sur l'autre. Parce que quand on met un service public, et ici à Montpellier, nous connaissons également la liaison entre la fréquentation et la tarification, eh bien à ce moment-là, il y a une adhésion et les parents abandonnent la voiture et faire ces trajets et plutôt aller vers un service public régional des transports. Et également, faire que nos jeunes participent par leur action à la transition énergétique et écologique, c'est indispensable, mais c'est aussi leur donner les moyens de nouveaux horizons. Notre jeunesse a été très impactée à travers ces confinements, à travers cette crise sanitaire. Ils en sont très marqués et c'est pourquoi nous avons décidé la gratuité des trains pour les 18-26 ans. Ce n'est pas une gratuité pour la gratuité, c'est-à-dire les 10 premiers trajets dans le mois sont à 50% et à partir du 11e, cela devient gratuit. C'est-à-dire c'est vertueux comme système et ça encourage à prendre le train parce que le train, c'est indispensable, c'est les petites lignes d'aménagement du territoire pour relier les gens. C'est indispensable aussi
en matière de développement économique. Et avec Monsieur le préfet de région, nous avons le plaisir de travailler sur les LGV. Monsieur le préfet de région ayant la mission de coordination sur ces deux projets, que ce soit Montpellier-Perpignan, et nous avons réussi à lever tous les freins. Et à la fin de l'année, l'enquête publique va débuter avec une première tranche pour Montpellier-Béziers. Et nous sommes également en train de travailler sur la finalisation du tour de table financier pour la prise d'une ordonnance pour Toulouse-Bordeaux. Donc maintenant, il faut s'habituer à dire Toulouse-Bordeaux, parce que ça va coincer côté Toulouse et Bordeaux-Dax. Je ne l'oublie pas, parce que nous avons besoin également d'avoir une vision à l'échelle de l'Europe, d'un nouveau mode aussi de développement. Parce qu'à travers ces LGV, il faut voir que nous allons transformer complètement les rapports de force et également des déplacements et donc de développement économique, parce qu'en ayant les LGV, Toulouse-Bordeaux, Montpellier-Perpignan, et puis également Marseille-Nice, cela veut dire que nous créons un corridor de développement entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un simple développement nord-sud, on va dire descendant, nous sommes dans un développement horizontal. Et cela, il faut prendre bien en compte ce que cela va changer pour les 30 ou 50 prochaines années. C'est-à-dire que nous allons avoir un rééquilibrage au niveau de l'Europe et de la Méditerranée, et nous revenons en effet sur la question indispensable de savoir relier la population sur l'ensemble du continent européen. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous pour vos engagements dans les différentes missions qui sont les vôtres, parce que ce défi, il est majeur de ce monde nouveau pour un pacte vert, pour que chacun puisse vivre dignement et surtout que les valeurs de la fraternité et également du partage soient vraiment de nouveau mises en avant et soient de nouveau éclairantes pour notre avenir. Je vous remercie. Merci Carole Delga. J'accueille à présent Étienne Guyot, préfet de la région Occitanie. Étienne Guyot. Madame la présidente de la région Occitanie, chère Carole Delga, Monsieur le vice-président du département de l'Hérault, Monsieur le vice-président de la métropole de Toulouse, Madame la présidente de la Fondation La Dépêche, chère Marie-France Marchand-Baillet, Mesdames et Messieurs, chacune et chacun en ses grades et qualités. Mes premiers propos sont pour vous, chère Marie-France Marchand-Baillet. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je veux saluer votre action. Avec ce type d'initiative, le monde nouveau, vous mettez en mouvement la société civile, la société de la puissance publique, la société dans son ensemble, et votre inlassable conviction qu'on ne doit jamais laisser tomber et qu'il faut toujours aller de l'avant me réjouit. Je voudrais vous en remercier vraiment très chaleureusement et très sincèrement. Beaucoup de choses ont été dites. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des écrits que nous avons, les multiples rapports. Il y a quand même quelques points très importants. D'abord, souvenez-vous, 2015, la COP21, c'est quand même un très grand succès diplomatique de notre pays et un succès psychologique qui a aussi contribué à ce qu'en France, on prenne totalement conscience de la situation dans laquelle nous sommes. Et l'objectif, ce n'est pas seulement de relever un challenge de plus, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment pour arrêter une espèce de mécanique un peu folle qui va nous dépasser si on n'agit pas. On a tous la conviction de ça, mais je pense que c'est toujours utile de le rappeler. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est, de ma fenêtre de préfet de région Occitanie, faire quelques focus très concrets sur l'action de l'État. L'action de l'État, bien sûr, au niveau national. Vous le savez, la France est engagée dans la stratégie Agenda 2030 de l'ONU.
avec des objectifs, avec des montants financiers. Tout cela se décline au niveau territorial, je parle de l'État. Et en Occitanie, nous partageons avec Madame la Présidente de région l'ambition de faire changer les choses, de les faire changer dans la durée, d'abord en prenant un certain nombre de décisions qui vont nous engager sur le long terme. Je pense à ce que l'on a dans le contrat de plan État-région qui sera signé à la fin de l'année, qui est placé aussi sous le signe de la transition écologique et énergétique et qui comprend le plan de relance. Je vous rappelle que le plan de relance de la France, c'est 100 milliards. Vous avez 33 milliards d'euros sur les 100 milliards qui sont consacrés à la transition. Et le plan de relance, il est totalement partie intégrante du contrat de plan. C'est ce qui nous a permis de rajouter 1 milliard de plus en Occitanie par rapport au contrat de plan précédent. Donc, des outils financiers, des outils dans la durée et un certain nombre d'actions. Je ne vais pas tout vous citer, ça serait beaucoup trop long, mais quelques focus. Et Madame la Présidente de région en a parlé. D'abord, on partage l'enjeu fondamental des mobilités, de la décarbonation des transports, sous toutes ses formes. Et on a le rêve, je pense en commun, d'une région Occitanie avec une LGV à l'ouest, une LGV à l'ouest, des lignes d'irrigation du territoire, appelées petites lignes, mais pour moi ce sont des lignes d'irrigation du territoire, et puis des transversales comme Bordeaux, Marseille, et le lien avec Paris et avec la péninsule ibérique. Ça, c'est un challenge qui est à notre portée. Parce qu'il y a une volonté politique qui est partagée, et au niveau de l'État, vous le savez. Je m'arrête simplement sur les TGV. Le président de la République a salué les 40 ans du TGV. Nous avons relancé le programme TGV. Le Premier ministre a pris des engagements extrêmement précis, financiers, sur le plan des 2 lignes à grande vitesse. Et la fenêtre de tir que nous avons, elle est très courte. Elle est très courte pour atteindre, pour ce qui concerne Montpellier, Perpignan, un degré irréversible en obtenant la déclaration d'utilité publique. Et c'est pour cela que nous allons engager l'enquête publique avant la fin de l'année, premier élément, et qu'avec Carole Delga, le plan de financement de la première partie est bouclé. Et ça, c'est une excellente nouvelle, et je voudrais en remercier très chaleureusement Madame Delga et l'ensemble des collectivités partenaires. Deuxième élément sur ce qu'on appelle GPSO, Grand Projet du Sud-Ouest, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Dax. Là aussi, fenêtre de tir extrêmement précise qu'on ne doit pas louper. L'enjeu, c'est quoi? Puisqu'on a les DUP, on est beaucoup plus avancé, puisqu'on a les déclarations d'utilité publique, l'objectif, c'est maintenant de boucler le plan de financement. L'État a indiqué sa part, les collectivités discutent entre elles. Le Premier ministre m'a confié cette mission de coordination qui concerne à la fois Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'au mois de mars prochain, au plus tard, soit créée la société de financement qui sera le réceptacle des financements des collectivités. Et ça veut dire qu'il faut une ordonnance, ça veut dire qu'il faut un passage au Conseil d'État. Quand on fait un compte à rebours, on a besoin de respecter chacune des étapes pour y parvenir. Et lorsque ce sera créé, lorsque l'on aura une fiscalité particulière, eh bien, nous aurons cranté définitivement cette LGV. Ambition partagée sur les mobilités collectives. Vous savez que l'État est intervenu dans le cadre du plan de relance sur le métro de Toulouse. Il intervient sur les tramways à Montpellier et on aura des éléments contrat de plan, les mobilités actives, les plans vélos, les voies vertes. Il y a beaucoup d'actions. Je ne veux pas vous donner tous les montants, ça serait fastidieux, mais je peux vous dire que nous sommes au rendez-vous. Deuxième focus que je voudrais faire, c'est l'eau. Nous partageons avec Carole Delga et Alain Rousset l'impérative nécessité d'améliorer la situation sur le plan de l'eau. Le défi climatique nous amène en 2050 à 1,2 milliard de déficit, 1,2 milliard de mètres cubes de déficit en eau. Aujourd'hui, on est à 250. Il faut donc qu'on fasse des économies, qu'on gère mieux la ressource, qu'on se fonde davantage sur les solutions fondées sur la nature, qu'on améliore les réserves existantes, qu'on les réactive
ou qu'on en crée d'autres si c'est nécessaire. Et puis, j'ai annoncé récemment à Bordeaux, lors du comité de bassin que présidait Alain Rousset, une initiative que j'ai prise et qui a été acceptée par les ministres, à savoir une expérimentation de la mobilisation supplémentaire des ressources des barrages hydrauliques. Ça, c'est très important. Nous avons, dans cette région, un grand nombre de barrages. Et on dit souvent que les Pyrénées sont un château d'eau. C'est vrai, on a des barrages un peu partout, on a des retenues hydrauliques. Ces barrages, on peut davantage les mobiliser pour le soutien d'étiage, sans fragiliser la production d'électricité, qui reste déterminante. Et nous allons engager 6 expérimentations sur 6 sous-bassins, permettant, dans la durée, d'abord de déterminer quels sont les financements que l'on doit mobiliser pour créer des pompes de relevage quand c'est nécessaire, modifier la configuration des barrages quand c'est nécessaire, mais faire en sorte que l'on puisse mobiliser davantage. À horizon 2050, on estime que l'on peut mobiliser 350 millions de mètres cubes du fait des barrages. Ça n'est pas la totalité du déficit, 1,2 milliard, mais c'est un élément à prendre en considération et nous allons agir sur ce point. Troisième point sur lequel je voulais vous donner quelques éclairages que nous partageons totalement avec Carole Delga, c'est naturellement l'hydrogène et les énergies positives. Nous sommes engagés dans un grand débat, vous le savez, sur la côte occitane, sur la création d'éoliennes et de l'énergie flottante. Nous sommes également totalement engagés sur l'hydrogène. Dans le plan de relance, la filière hydrogène dispose de 7 milliards au plan national. Sur ce point, nous avons également financé dans le cadre du plan de relance toute une série d'entreprises. Je pense à Safra, par exemple, avec le bus à hydrogène, mais ce n'est pas le seul exemple, pour que nous puissions être les premiers. Et c'est encore un axe très fort de la coopération État-région. Bien sûr, l'avion vert, quand on pense à notre industrie aéronautique, qui est la première au monde, où là, des montants tout à fait considérables sont investis. Je ne veux pas être plus long. Un petit mot quand même sur la rénovation énergétique. Il y a un plan de l'État, dans le cadre du plan de relance, absolument considérable de rénovation énergétique des bâtiments publics, de l'État et des collectivités. C'est sans précédent. On est sur plus d'1 millier de bâtiments publics en Occitanie concernés par ce plan de rénovation énergétique. Nous allons poursuivre, mais c'est un formidable signe qui est donné aussi en direction de nos concitoyens sur le fait que certes, au moment où on engage à fond MaPrimeRénov' pour les particuliers, eh bien les collectivités et l'État font également ce qu'il faut dans ce secteur. Alors tout ça, ça nécessite que l'on trouve les bons modèles économiques. Moi, j'étais très frappé hier par la clarté du propos de Bertrand Piccard, que je veux saluer, sur sa théorie des ensembles. Il faut qu'à la fois, on arrive à faire se rencontrer un ensemble de l'écologie, un ensemble de l'économie, avec les interactions de part et d'autre entre chacun de ces ensembles. C'est remettre en cause nos modes de pensée, c'est avoir l'honnêteté intellectuelle de se mettre un peu à la place de l'autre et de voir comment on peut trouver finalement le moyen de créer ce nouveau modèle économique. Parce que ce nouveau modèle économique, il est aussi déterminant pour la redistribution. Et l'action vertueuse, chère Marie-France Marchand-Bailey, que vous faites aujourd'hui, elle a pour objectif l'homme, l'individu, finalement. On n'est là que pour ça. C'est notre seule raison d'être. C'est de faire en sorte que les conditions de vie que l'on a aujourd'hui, nous puissions nous projeter dans le futur différemment, mais sans dégradation. Or, on a commencé à avoir cette dégradation, à la subir. Et donc, le nouveau modèle économique à trouver, il faut vraiment faire fonctionner nos cellules grises. Sur ce point, c'est déterminant pour la redistribution, parce que, comme l'a dit la présidente de région, il y a nos jeunes, il y a nos aînés, il y a les plus démunis, et eux ne peuvent pas être les victimes de ce changement. Il faut au contraire qu'on soit encore plus attentif. Je ne suis pas plus long, je voudrais juste vous dire que je suis très heureux d'être là, qu'à nouveau je vous félicite, que je vous souhaite un excellent
moment, d'excellents travaux, et que j'en suivrai les conclusions avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Étienne Guyot. Préfet de région Occitanie, je vous rappelle que nous sommes en direct sur l'ensemble de nos supports numériques du groupe Dépêche, la Dépêche du Midi, Midi Libre, l'Indépendant et Centre Presse, que nous venons de donner le coup d'envoi officiel de ce Monde Nouveau. Restez avec nous parce que nous allons accueillir dans quelques instants Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse. Et avant qu'il monte sur scène, nous allons passer un petit message vidéo que je vous invite à regarder. Every dream in history was considered impossible until it had been accomplished. Behind each achievement, explorers have invented the future by going beyond the frontiers of certainties. They have broken the rules, challenging common assumptions to discover new solutions. Today, solving the environmental crisis seems out of reach. We need the same pioneering spirit that has in the past allowed mankind to achieve the impossible. This is how we will find the solutions to change the world. Bertrand Piccard, the visionary behind Solar Impulse, wanted to demonstrate the incredible potential of renewable energies and clean technologies. Solar Impulse was built to carry this message around the world. Hello, Solar Pulse. Hello, Captain Piccard. I am inspired by your pioneering spirit. You know, Mr. Secretary General, if an airplane like Solar Impulse can fly day and night without fuel, the world, of course, can be much cleaner. Hotel India Bravo, turning final, 02 right. More than an achievement in the history of aviation, Solar Impulse has made an achievement in the history of energy. Let's take it further! What can be done in the sky can be done on the ground. Replacing old and polluting infrastructure by modern and efficient technologies is logical as much as ecological. Convinced the protection of the environment will become a reality only if it's economically viable, Bertrand Piccard has launched the second phase of his action, committing the Solar Impulse Foundation to identify 1,000 solutions that can protect the environment in a profitable way. Developed by startups and corporates, these solutions reduce pollution and improve efficiency in the fields of water, energy, construction, mobility, industry, and agriculture for a better quality of life. Assessed by independent experts and labeled by the Solar Impulse Foundation, they represent the market opportunity of the century, generating jobs and clean growth. In the near future, Bertrand Piccard will travel around the world again to present this unique selection of solutions with one goal: encourage governments, businesses, and institutions to go beyond compromise and set more ambitious environmental targets and energy policies. Here again, the spirit of exploration has a role to play in achieving what many people still consider impossible. And you can be a part of it. On accueille Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse et parrain du Monde Nouveau. Bonjour. Merci beaucoup. Chère Marie-France, chère Carole, chers amis, bonjour. C'est vrai qu'on ne volera pas demain matin avec 200 passagers dans un avion solaire, mais Solar Impulse a quand même montré que les énergies renouvelables et les technologies propres pouvaient accomplir des buts a priori impossibles.
Et pour moi, c'était l'aventure de ma vie, le moment de ma vie. Imaginez-vous, tout seul dans un cockpit, au milieu d'un océan, dans un vol de plusieurs jours et plusieurs nuits, en voyant le soleil donner assez d'énergie à mes moteurs électriques pour tourner sans bruit, sans pollution et sans carburant. Et je vous promets qu'il y a un moment donné où j'ai dû me pincer en me disant « c'est irréel, je rêve, je suis dans le futur, c'est un film de science-fiction ». Et en fait, pas du tout. C'est pas du tout de la science-fiction. C'est ce que la technologie d'aujourd'hui permet de faire aujourd'hui. Et ça a été une révélation pour moi, parce que tout à coup, j'ai compris que si je n'étais pas dans le futur, mais bien dans le présent, eh bien le monde entier, lui, était dans le passé. Le monde entier est dans le passé, avec des moteurs à combustion qui ont 27% de rendement au mieux. Donc ils gaspillent 3/4 de l'énergie qu'on met dans leur réservoir. Alors que mes moteurs électriques faisaient 97% de rendement, je perdais 3%. Le monde du passé, avec des maisons mal isolées, des systèmes de chauffage, d'éclairage, de ventilation archaïques et inefficients, des moyens polluants de brûler des énergies fossiles, des vieux processus industriels. Mais est-ce qu'on est fier de ça? Alors, on montre notre dernier smartphone ou notre dernier ordinateur en faisant croire qu'on est moderne, mais c'est la seule chose qui est moderne. Tout le reste date de 120 ans au début de l'ère pétrolière. Et c'est ça qui doit changer. Alors on entend beaucoup que c'est le style de vie de l'humanité qui s'est trop développé. Mais moi je pense que déjà au niveau de toutes les technologies qu'on utilise, de tous les systèmes qu'on utilise, on est au maximum des capacités de l'humanité. On gaspille 3/4 de l'énergie, la moitié de la nourriture, la moitié des ressources naturelles. On gaspille 99% des déchets parce qu'on ne voit même pas que ce sont des ressources. Mais c'est ça qui est aberrant. Et ça nous mène où? Ça nous mène à des changements climatiques, ça nous mène à une destruction de la biodiversité, à une pollution, à des inégalités dans le monde qui sont totalement inacceptables. Mais tout ça, c'est entretenu par la peur du changement, c'est entretenu par des intérêts particuliers, c'est entretenu aussi par un narratif qui, à mon avis, est faux. On nous dit que nous devons changer pour protéger les générations futures. Mais est-ce que quelqu'un va renoncer à sa voiture aujourd'hui pour éviter que la glace du pôle Sud fonde dans 20 ans? Ceux qui ont une immense compassion, une immense empathie, oui, mais pas les autres. On nous dit que ce sont des changements climatiques à long terme. Certains n'y croient même pas. Mais dans le narratif, on ne nous parle pas assez des dangers d'aujourd'hui. Les dangers de pollution qui tuent 8 millions de personnes par année. Donc il y a tout un narratif à changer, parce qu'on ne peut pas continuer aujourd'hui à utiliser les technologies que nous utilisons, qui sont complètement archaïques. On ne peut pas continuer à détruire la planète, mais il faut motiver les gens à changer. Alors quel discours est-ce qu'on entend qui essaye de contrebalancer le désastre environnemental et humain dans lequel nous arrivons? Eh bien, c'est souvent le discours de la décroissance. Le discours de la décroissance, c'est un discours qui est très intéressant parce qu'il est souvent représentatif d'un immense malentendu. Qu'est-ce qu'on doit décroître? Évidemment qu'il faut décroître la démesure, l'égoïsme, il faut décroître la pollution, il faut décroître les déchets, il faut décroître l'inefficience. Bien sûr qu'il faut décroître ça. Mais est-ce qu'on doit tout décroître? Est-ce qu'on doit décroître l'économie? Quand on parle de redistribution, il faut bien qu'il y ait quelque chose à redistribuer. Quand on parle de transition écologique, il faut des moyens pour investir. Quand on parle des retraites des citoyens et des assurances chômage, des assurances invalidité, eh bien, il faut quelqu'un pour les financer. Par conséquent, je pense que la décroissance économique nous mènera à un chaos social
qui fait très peur aux gens qu'on veut convaincre. Parce qu'aujourd'hui, c'est qui qu'on doit convaincre? Ce n'est pas nous dans cette salle. On est déjà convaincus, sinon on ne serait pas là. Ceux qu'on doit convaincre, c'est ceux qui ont le pouvoir économique, financier, politique. C'est des chefs d'État qui savent qu'ils ne seront réélus que s'ils créent des emplois. Ce sont des patrons d'entreprise qui savent qu'ils seront renvoyés par leur conseil d'administration ou par leurs actionnaires s'ils n'amènent pas des résultats positifs. Ces gens-là, il faut les convaincre de changer. Et aller leur dire la protection de l'environnement est importante ne suffira pas à faire changer les systèmes économiques, les systèmes politiques et les systèmes financiers. Je pense qu'il faut d'autres arguments. Alors là, je vais vous parler un peu plus comme psychiatre que comme explorateur. J'ai toujours appris qu'il faut parler le langage des gens à qui on s'adresse. Par conséquent, parler d'écologie à ceux qu'on veut convaincre sans parler de création d'emplois et d'économie, à mon avis, c'est peine perdue. C'est peut-être même détrimental, parce que ça va les braquer et ça va cliver la société encore plus entre ceux qui résistent et ceux qui veulent avancer. Par conséquent, je me suis dit que si le monde est tellement dans le passé, le but n'est peut-être pas de tirer tout de suite le monde dans le futur, mais simplement de le ramener dans le présent. Le monde nouveau, ça doit être un monde qui utilise aujourd'hui toutes les solutions qu'on trouve aujourd'hui. Ce qui nécessiterait de remplacer toutes les infrastructures, toutes les sources d'énergie, tous les processus industriels, tous les bâtiments, tous les systèmes de chauffage, d'éclairage et de climatisation à l'échelle mondiale. Donc en fait, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors maintenant, si c'est impossible parce que c'est trop cher, c'est peine perdue d'essayer. Peut-être que si c'est trop cher, ça ruinera l'humanité et on ne pourra pas le faire. Mais imaginez-vous que ce soit rentable. Imaginez-vous que ce soit la plus grande opportunité économique du siècle pour créer des emplois et maintenir le profit industriel qui finalement rejaillit quand même sur une grande partie de la population. Mais c'est ça que j'ai voulu essayer de démontrer. Voir si cette révolution technologique est financièrement possible ou non. Et c'est pour ça que j'ai lancé la Fondation Solar Impulse dans le défi d'identifier dans le monde plus que 1000 solutions technologiques qui seraient capables de protéger l'environnement tout en soutenant l'économie. Alors, ce n'est pas du tout une technophilie qui me fait dire que le salut de l'humanité passera par la technologie. Parce que la technologie, elle vaut ce qu'on en fait. Avec la technologie, on peut détruire l'humanité ou on peut sauver l'humanité. Donc, ce n'est pas une question de technologie. C'est une question de bon sens, d'utiliser ce qu'on a à disposition. Alors ça peut être des systèmes, des produits, des matériaux, des logiciels, des appareils, des sources d'énergie. Et quand j'ai lancé ce défi, heureusement on m'a dit que c'était impossible. Et j'aime quand on me dit que quelque chose est impossible, parce que ça stimule les équipes, ça oblige à être créatif, ça nous fait sortir des tripes tout ce qu'il faut pour arriver à motiver. Et solution par solution, on a commencé à labelliser tout ce dont nous avions besoin. Ça vient parfois de petites start-up qui sont complètement inconnues. Ça vient parfois de grands groupes industriels. Mais pourquoi est-ce que toutes ces solutions existaient? On n'en a pas inventé une seule à la Fondation. On les a identifiées, on les a labellisées, comme vous l'avez vu dans le film. Pourquoi est-ce qu'elles n'étaient pas connues? Mais parce que les start-up n'ont pas de moyens pour communiquer. Souvent, ce sont des petits groupes d'entrepreneurs qui mettent toute leur vie, tous leurs moyens là-dedans. Il ne leur reste rien pour parler de leurs inventions. Ce qu'ils veulent, c'est montrer que ça existe. Et puis ensuite, ils essayent désespérément de trouver des investisseurs. Ou alors, ce sont des grands groupes industriels. Et quand on les entend, la réaction, c'est « ouf, c'est du greenwashing ». Alors que les grands groupes industriels ont souvent des solutions extraordinaires, extrêmement efficientes, même des processus qu'on devrait utiliser partout. Donc ce que nous nous sommes dit, c'est que
nous allions essayer de les faire connaître. Les faire connaître, c'est les promouvoir auprès de ceux qui devraient les utiliser, c'est-à-dire justement les industries, justement le monde politique. Les industries ont peur de deux choses, la distorsion de concurrence et l'imprévisibilité. L'imprévisibilité, elle est flagrante dans notre monde, où les gouvernements, en alternance gauche-droite, émettent des réglementations qui sont contredites rétroactivement après coup, et même en France, ceux qui ont investi dans le solaire ont été ruinés en 2008 par un changement d'optique gouvernementale. Donc c'est vrai qu'il faut absolument éviter cette imprédictibilité. Et puis la distorsion de concurrence. Il y a des entreprises pionnières qui sont prêtes à faire les mouvements. Ne croyez pas qu'on est, avec les écologistes, contre l'industrie. Il y a des industriels qui ont des démarches écologiques remarquables, mais ils ont peur de la distorsion de concurrence avec ceux qui ne jouent pas le jeu. Par conséquent, on voit qu'en resserrant peu à peu toutes les lignes de compréhension, on arrive au gouvernement, on arrive aux États, on arrive aux élus, on arrive au cadre légal. Aujourd'hui, il faut bien voir que le cadre légal est aussi archaïque dans le monde que les technologies qu'on utilise. Parce qu'en fait, c'est un cadre légal qui pense que les normes et les standards doivent être basés sur ce qu'on utilise, et ce qu'on utilise est archaïque. Par conséquent, il faut faire évoluer ce cadre légal, parce que sinon, on aura toujours les ONG qui accuseront les entreprises ou les individus, et les entreprises et les individus qui répondront « ce que nous faisons est légal, pourquoi est-ce que vous nous forcez à changer ?» Donc il faut absolument arrêter cette complaisance réglementaire et arriver à mettre des systèmes, des normes, des standards qui sont adaptés à ce que la technologie d'aujourd'hui peut offrir. Je vous donne juste un exemple. Le système anti-smog, qui est labellisé par notre fondation, est un petit boîtier pour 500 € installé sur votre moteur diesel qui vous permet de réduire de 80% les émissions de particules toxiques et de 20% la consommation de carburant. C'est rentabilisé en 6 mois sur un taxi. Mais les normes permettent toujours 100 de particules, alors qu'on pourrait faire 20. La technologie permet de faire 20. La réglementation devrait donc obliger les voitures d'arriver à 20. Et à ce moment-là, vous avez tous les automobilistes du monde qui n'ont pas encore passé sur des véhicules électriques qui vont utiliser ce système-là. C'est le développement d'une start-up qui va devenir une grande entreprise, c'est 80% en moins de particules toxiques dans les villes et c'est 20% de consommation en moins. Et c'est rentable. Autre exemple, la mobilité électrique. Mobilité électrique, on la voit d'habitude comme une voiture avec une batterie. Mais ce n'est pas suffisant, parce que 95% du temps, elle ne roule pas. Il faut voir la voiture électrique comme une batterie sur des roues, qui le plus souvent ne tourne pas. Eh bien là, il faut que cette voiture soit branchée sur le réseau électrique, de manière à ce qu'elle puisse accumuler de l'énergie solaire ou éolienne, donc intermittente quand il y en a assez, pour la restituer dans les pics de consommation le soir quand tout le monde rentre chez soi. C'est interdit. Et c'est tellement interdit que les chargeurs électriques ne peuvent même pas aller dans les deux sens. On charge, mais on ne peut pas décharger. Donc on voit l'intérêt de motiver les gouvernements à se moderniser pour que toutes ces solutions arrivent sur le marché. Sinon, ça restera toujours une liste sur notre site Internet, alors que ça peut potentiellement changer le monde. Ça changera le monde comment? Pas avec une solution miracle. Beaucoup de gens attendent la solution miracle. Non, il n'y a pas de solution miracle, mais ce qui est miraculeux, c'est qu'il y ait autant de solutions. Et c'est ce que j'aime décrire comme la théorie du piranha. Quand vous avez un piranha dans une rivière qui vient vous mordre, vous ne sentez même pas, c'est un tout petit poisson. Mais si vous en avez 1300 qui arrivent, ils vous réduisent à l'état de squelette en 2 ou 3 minutes. C'est ça qu'il faut faire. Il faut appliquer partout chaque solution, chaque système, chaque technologie qui permet de grappiller un peu de CO2, un peu d'inefficience, un peu de déchets, un peu de plastique. Et tout ensemble permet d'obtenir quoi? Permet d'avoir une division par 2
de la consommation énergétique à une production du reste entièrement renouvelable. Parce qu'on voit bien que les opposants des énergies renouvelables disent « c'est cher, c'est intermittent et on n'en aura jamais assez ». C'est faux. C'est pas cher parce qu'aujourd'hui, c'est la source d'énergie la moins chère. C'est intermittent, oui, mais on peut la stocker. Et maintenant, le reste, eh bien, ce sera toujours assez si on réduit la quantité d'énergie consommée par de l'efficience. On marche sur deux jambes, eh bien, il faut marcher dans l'énergie avec la réduction de la consommation grâce à l'efficience et la production du reste qui suffira, puisqu'on a réduit la consommation, avec du renouvelable. Qu'est-ce que ça nous permet de faire, tout ça? Ça nous permet de facto de changer le modèle économique sans forcer quoi que ce soit. On a tout à coup la possibilité de découpler le PIB, donc la création de richesse, de la quantité de consommation et de production, pour coupler ce PIB sur la qualité de l'efficience. Parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on a toujours dû produire plus et consommer plus pour maintenir l'emballement d'une machine économique qui devenait de moins en moins rentable et qui nécessitait de vendre de plus en plus avec des marges de plus en plus faibles et des salaires de plus en plus étroits pour arriver à survivre. Ça nous mène au désastre social et écologique. C'est évident qu'aujourd'hui, le profit industriel et la création d'emplois peut se faire et doit se faire sur la qualité de l'efficience. Et tout ce qui permettra d'économiser des déchets, d'entrer en économie circulaire, d'isoler des bâtiments, de changer les systèmes de chauffage, de réduire la facture énergétique, va être le nouvel Eldorado de l'économie. Et si on fait comprendre ça au monde économique, si on fait comprendre au monde financier que c'est dans cette direction-là qu'il faut agir, et au gouvernement que la seule manière d'être réélu, c'est d'appliquer ce genre-là de démarche et de vision, eh bien, on va rassembler, on va réunir, on va inclure, on va fédérer. Et on est obligé de fédérer aujourd'hui. On ne peut plus avoir l'écologie et l'économie qui se battent, la gauche et la droite. Pourquoi est-ce que l'écologie est à gauche, alors que tous les débouchés économiques, grâce à l'écologie, sont justement dans l'industrie et chez les entrepreneurs? C'est clair qu'il faut rassembler. Et peut-être que vous vous rappelez, dans vos cours de mathématiques modernes, c'est cette manière de présenter les ensembles, avec des boules, des cercles. Et puis alors, on regardait ce qui se passait si on réunissait les cercles, si on les excluait, si on créait des intersections. Eh bien, on a beaucoup trop longtemps clivé en ayant des cercles complètement séparés, chacun essayant de s'ignorer et chacun essayant de faire promouvoir son propre système au détriment des autres. Ça nous a mené à quoi? Aux catastrophes qui ont été décrites au début de cette matinée, avec les rapports du GIEC, de l'Institut de météorologie française, etc. Maintenant, moi, ce que je prône, c'est l'intersection des ensembles. Il y a des choses qui protègent l'environnement, il y a des choses qui sont rentables. Cherchons leur intersection. Qu'est-ce qui protège l'environnement en étant rentable? De manière à s'adresser véritablement à ceux qu'on veut convaincre. De manière à mettre de la psychologie dans la philosophie. Parce que c'est vrai que protéger l'environnement, c'est une philosophie admirable. On veut tous faire ça. Mais pour que ça marche, il faut tenir compte de la nature humaine. Il faut tenir compte de la psychologie des gens qu'on veut changer. Et maintenant, on voit que c'est enfin possible. Il y a 10-15 ans, il n'y avait pas de solution. Il y a 5-10 ans, les premières solutions arrivaient, mais elles n'étaient pas rentables. Aujourd'hui, elles sont rentables. Aujourd'hui, elles permettent de réunir. Aujourd'hui, elles permettent d'avancer. Et c'est ça que j'aimerais, en tant que parrain du monde nouveau, pouvoir vous dire aujourd'hui. Il y a de l'espoir parce qu'il y a des solutions. Arrêtons de parler que des problèmes. On déprime tout le monde. En parlant des problèmes, on donne l'impression qu'à l'échelle individuelle, on ne pourra rien faire tellement le problème est grand. Non, les solutions, elles sont applicables dans l'industrie, mais aussi dans le monde personnel, aussi chez soi. Bien sûr qu'il y a des changements de comportement.
Bien sûr qu'on peut faire le colibri et amener la petite goutte d'eau dans l'incendie. Mais ça ne changera rien si tout le monde ne se transforme pas en colibri. Ça ne marchera pas si on n'a pas tout le monde qui entre dans cette démarche. Donc il faut donner un intérêt personnel à chacun d'entrer dans cette démarche. Alors pour certains, c'est la philosophie, pour d'autres, c'est la politique, pour d'autres, c'est l'économie, la rentabilité, la création d'emplois. Chacun y trouvera son compte. Et tant que chacun n'y trouvera pas son compte, on n'aura pas de monde nouveau. Le monde nouveau, c'est le monde dans lequel le changement est possible parce que chacun est motivé pour y arriver, que personne n'est exclu et que tout le monde y trouve son compte. Alors bonne chance à tous. On vous applaudit. Merci beaucoup Bertrand Piccard, président de la Fondation Solar Impulse, parrain du Monde Nouveau 2021. Merci pour vos mots très justes. J'ai pas besoin d'allumer. C'est la minute pour Bertrand Piccard, restez avec nous parce qu'on a 2 petites questions dans la salle qui voudraient vous être posées. Si vous êtes d'accord avec cela, volontiers, pour prolonger vos propos. Alors, et ça n'a pas besoin d'être que des questions, hein. Ça peut être des remarques, vous pouvez critiquer, des remarques, évidemment. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord, on est là pour élargir le débat, donc très volontiers. Par ici, madame, allez-y. Oui, bonjour Bertrand Piccard. Bonjour. Je voulais savoir comment vous gérez la complexité de tout ça, parce que on le voit au quotidien. Moi, j'ai une voiture électrique, par exemple, mais dès qu'il faut mettre une borne de recharge sur une copropriété, ça devient très compliqué. Et on dit la même chose pour les aides à tout ce qui est efficience énergétique, notamment sur les bâtiments. C'est extrêmement compliqué, donc c'est le problème des normes. Mais ensuite, au niveau gouvernemental, est-ce qu'on parle localement, nationalement, au niveau mondial? Tout ça est extrêmement complexe. Donc, qui faut-il aller voir, je dirais? Au début, j'ai cru un peu naïvement qu'un consensus international pourrait être atteint et ferait ce qu'on appelle du top-down, c'est-à-dire de l'engagement des pays sur le plan mondial. On aurait des mesures qui ruisselleraient vers la périphérie et nous permettraient de changer. En fait, on voit qu'à part la COP21, qui a été un extraordinaire succès, après, eh bien, c'est très difficile d'avancer. Parce que concilier les éoliennes du Danemark avec les puits de pétrole saoudiens, ça crée quelques étincelles inflammables. Alors, ces échecs depuis quelques années ont eu un avantage qui me paraît évident, c'est celui de créer une frustration à l'échelle locale qui pousse les acteurs locaux à agir. On ne peut plus, à l'échelle locale, se dire on va attendre que les grands de ce monde se mettent d'accord, parce qu'ils ne se mettent pas d'accord. Et grâce à ça, on a des actions locales. Ce que Carole Degas a expliqué sur l'Occitanie est extraordinaire. Carole mentionnait Jean Rotner. Jean Rotner, dans le Grand Est, a un partenariat avec nous depuis 3 ans pour appliquer les solutions, pour les implémenter. Et là, il y a exactement ce que vous dites, c'est-à-dire tout le comté administratif qui ne suit pas. Parce que quand on a un élu qui a envie d'avancer, il faut bien se dire une chose, l'élu, il passe quelques années, mais l'administration, elle est là depuis 10 ou 20 ans, et c'est les mêmes qui seront là dans 10 ou 20 ans. Et par conséquent, arriver à mettre une machine comme ça en mouvement, pour changer, ce n'est pas facile. Et il y a énormément de travail à faire sur le plan administratif. Ne serait-ce que dans les marchés publics. Un marché public, c'est quoi? C'est une liste de critères dans lequel, le plus souvent, le prix d'achat est déterminant. Alors vous arrivez à des aberrations complètes où, parce que c'est moins cher, on va acheter des bus diesel plutôt que des bus électriques. Alors qu'un bus électrique sur 10 ans, c'est 360 000 € d'économie par rapport à un bus diesel. Donc le long terme est moins cher que le court terme. Donc on doit changer les règles des marchés publics. On doit changer énormément de règles administratives. Mais je parlais avec le ministre de l'énergie d'un pays européen qui me disait les 2 obstacles pour les énergies renouvelables, c'est la complexité administrative et les recours des écologistes contre tout nouveau projet.
ça doit quand même nous interroger. Deux questions, si vous voulez bien, Bertrand Piccard. Ici, devant, deux personnes. Allez-y. Oui, alors ce n'est pas une question, comme vous l'avez dit, c'est une remarque. Alors, je fais des bateaux électriques et j'ai eu l'honneur d'être labellisé une des 1000 solutions pour la planète par votre fondation. Et je suis également Grand Prix de l'innovation de la région Occitanie pour l'année 2021. Donc ma société, c'est Néocéan. Et on fait des overboats. C'est des bateaux électriques qui volent et qui consomment 10 fois moins d'énergie qu'un bateau de taille équivalente et à vitesse équivalente. Eh bien aujourd'hui, on a des dizaines de demandes pour acheter ces bateaux, mais on est confronté à un problème incroyable. C'est que à terre, il y a le principe du pollueur-payeur, et en mer, c'est le principe du pollueur qui est en plus détaxé, défiscalisé. Parce que les professionnels qui achètent de l'essence achètent l'essence à moitié prix, sans la TIPP. Et donc, on ne peut pas vendre nos bateaux électriques qui coûtent quand même plus cher, sont made in France, par rapport à des produits essentiellement asiatiques, qui sont notamment des jet skis, les moteurs hors bord qui sont tous asiatiques ou américains. Eh bien, moi, je demande au pouvoir public de rétablir le même principe en mer qu'à terre, c'est-à-dire que le pollueur-payeur puisse permettre à notre activité de se développer dans un cadre réglementaire équilibré. Merci. Alors, venez en Suisse parce que l'essence des bateaux est beaucoup plus chère que l'essence des voitures et il n'y a pas de détaxe pour les bateaux. Rendez-vous le 14, je suis à côté de Genève le 14 et je vous invite à venir essayer. Alors, volontiers, volontiers. Non, mais ce que vous dites, c'est absolument vrai. Et il y a un autre facteur. Quand vous êtes sur foil, vous devez avoir plus de vitesse pour avancer, pour déjauger, mais avec plus de vitesse, vous consommez 10 fois moins de carburant. Voilà. Mais il y a des règles, notamment sur les rivières et les fleuves, de vitesse maximale, à cause des vagues. Mais vous ne faites pas de vagues, mais vous ne pouvez pas non plus dépasser les 8 nœuds. Donc il faut que l'administration autorise que les bateaux sur foil aillent plus vite que les bateaux sans foil, puisqu'ils ne font pas de vagues. Donc tout est comme ça, tout est comme ça. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'élus qui sont ambitieux, qui veuillent avancer et qui fassent changer les choses. Mais c'est vrai qu'une réglementation après l'autre doit changer. Et nous, on a un département politique et des affaires publiques à la Fondation Solar Impulse. Pour ça, on demande à toutes les solutions qui ont été labellisées, quels sont les obstacles à leur mise en œuvre. Et ensuite, on va vers les pouvoirs publics et on demande de changer certaines choses, notamment anti-smog. Anti-smog nécessite de réexpertiser la voiture. Donc, il y a effectivement peu de gens qui vont le faire. Donc, on a demandé au ministère de l'Environnement, au ministère des Transports, de changer la règle. On a reçu un accusé de réception de notre lettre, on va voir combien de temps il faudra pour changer les règles. Mais c'est vrai qu'on risque d'étouffer l'humanité sous une quantité de fatras administratifs qui empêchera de changer, alors que tout est là pour changer. La volonté politique, des technologies, la rentabilité pour l'industrie, l'avantage pour le consommateur, et puis une paralysie administrative. C'est hyper grave et c'est vrai que ça doit changer très vite. Une intervention de Florence Lambert, je vous en prie, madame. Oui, alors, cher Bertrand, en tout cas, merci pour vraiment tout ce que vous avez présenté. Alors, moi je souscris évidemment à 200%, déjà, sur le fait de présenter 1000 solutions. Moi, très souvent, dans le monde énergétique, alors c'est peut-être particulièrement vrai en France, on les oppose. Donc, si on fait une énergie, on n'en fait pas une autre. Si on fait des batteries, on ne fait pas d'hydrogène. Or, pour sauver la planète, on aura vraiment besoin de l'ensemble. Tout ne fera pas tout, mais c'est vraiment en poussant tout ça qu'on y arrivera. Et du coup, votre label autour des 1000 solutions est très important. L'autre point, c'est cette intersection. Je crois qu'on a une grosse responsabilité de faire correspondre écologie-économie. Si on ferme des sites parce que ça pollue, il faut aussi trouver des emplois pour ces personnes, sachant qu'il peut y avoir des formidables expertises. Et je pense que dans l'hydrogène, on est en train de le prouver. Et j'avais une toute petite question. Alors Carole Delga, Madame la Présidente, l'a dit, en fait, on a eu une vraie impulsion de création de Genvia, ce starter. Et auparavant, il y avait vraiment une croix portée pour traverser la vallée de la mort. Est-ce que vous voyez, justement, au travers maintenant de ce projet, une accélération de ce passage de traversée de la vallée de la mort pour toutes ces start-up et ces solutions? Y a-t-il un effet d'accélération? Parce que souvent, c'est là où on reste planté. Oui, il y a deux choses sur lesquelles on travaille pour essayer de passer la vallée de la mort. La première, c'est qu'on a créé
on a créé, donc ce n'est pas qu'on va créer, ce n'est pas une intention, c'est fait, on a créé 2 fonds d'investissement, un avec BNP Paribas, l'autre avec Rothschild, qui vont investir uniquement dans les solutions technologiques qui ont été labellisées par notre fondation, donc qui sont écologiques et rentables en même temps. Donc ça, c'est une manière de les développer. Et puis, l'autre chose, c'est vraiment de travailler sur le côté politique pour créer des cadres légaux, des normes, des standards qui vont tirer ces solutions vers le marché. Parce qu'aujourd'hui, on fait quoi avec les solutions? On les pousse avec des subsides, des bourses, des incubateurs, des pitchs, etc. Ok, c'est bien, mais on les pousse, et puis à un moment donné, on n'arrive plus à les pousser et elles succombent à la vallée de la mort. Ce qu'il faut, c'est les tirer. C'est-à-dire qu'il faut créer une nécessité pour les utiliser. À partir du moment où il y aura des normes pour éviter de perdre de la chaleur dans les cheminées d'usine, eh bien, Ecotech Ceram va être systématiquement utilisé pour récupérer cette chaleur, la recycler dans l'usine. Ecotech Ceram, c'est une entreprise d'Occitanie. Mais pour qu'elle traverse la vallée de la mort, eh ben, il faut créer un cadre dans lequel tout le monde va y avoir recours. Et c'est comme ça partout. Donc, tirer et financer. Bertrand Piccard, dernière intervention. Eric Scotto, allez-y. Mon cher Bertrand, alors justement, tu viens d'en parler, tu avais commencé ton grand voyage des 1000 solutions en Occitanie, donc avec Ecotech Ceram, avec le soutien de la région. Tu reviens aujourd'hui avec un pari plus que réussi, et Dieu sait si au départ, beaucoup de gens nous disaient et te disaient que ces 1000 solutions étaient un peu trop ambitieux. Donc tu reviens avec ce pari réussi, il y a encore plus de solutions chaque jour qui sont proposées, donc on va aller beaucoup plus loin, et tu vas aller beaucoup plus loin. Est-ce que tu penses que les politiques ont enfin compris leur rôle, leur démarche? Est-ce que tu penses qu'ils ont compris ta démarche? Qu'est-ce que tu peux faire de plus pour leur permettre d'aller plus loin? Il y a eu un événement marquant dans ma relation au monde politique. C'est quand, il y a quelques années, j'ai été appelé à parler à un groupe de parlementaires de droite en Suisse. Et que je suis arrivé en leur disant, vous savez, je viens vous parler de technologies qui vont améliorer le pouvoir d'achat, développer des entreprises et favoriser l'industrie d'exportation. Et là, il me regarde et il me dit, ah, mais ça, c'est formidable, mais on doit vous avouer qu'on avait très peur quand on a entendu que vous veniez, parce qu'on pensait que vous alliez nous parler de protection de l'environnement. Pour moi, ça a été déterminant, un truc comme ça. Vraiment, le langage qu'on utilise. Et chaque fois que je vais dans le monde politique et que je parle de solutions rentables qui créent des emplois, on m'écoute. Chaque fois que le monde écologique arrive en disant « il faut réduire, il faut baisser l'économie, il faut lutter contre tout ce qui se passe », eh ben, ça crée un rejet. Donc en fait, on voit que si on a un langage rassembleur, ça marche. Alors c'est vrai que dans les entreprises, il y en a qui n'ont pas compris ça et qui ne changeront jamais. Aramco veut être l'entreprise qui vendra la dernière goutte de pétrole. Espérons que ce ne soit pas dans un futur trop lointain. Et puis vous avez aussi un certain dogmatisme chez ceux qui veulent protéger l'environnement qui effraie et fait peur. Des deux côtés, il y a des extrêmes. Et des deux côtés, il faut faire attention aux extrêmes. Il faut les ramener vers une conciliation, il faut les ramener vers une manière fédératrice de fonctionner. On a tous besoin des autres. Il n'y a personne qui a raison tout seul. Merci beaucoup. On applaudit Bertrand Piccard. Merci. C'est la fin de cette inauguration officielle, mais elle n'est pas terminée puisque Bertrand Piccard, Marie-France Marchand-Bailey et l'ensemble des partenaires vont déambuler dans ce quorum pour découvrir ce forum qui s'ouvre officiellement aujourd'hui à la rencontre des ateliers, des jeunes et des chefs d'entreprise. Je vous retrouve à 11h30 pour une table ronde en direct autour des énergies renouvelables et des territoires. 11h30, à tout à l'heure.